On s'est tous déjà demandé, en regardant notre chien droit dans les yeux, mais à quoi est-ce qu'il pense au juste? Eh bien, aujourd'hui, on va tenter de percer ce mystère. Et pour ça, on va explorer l'héritage fascinant qui sommeille en lui, celui du loup. Alors accrochez-vous, parce que ce voyage va probablement changer la façon dont on perçoit nos compagnons à quatre pattes. On va faire un bond dans le passé, très loin en arrière, à la rencontre de leur ancêtre sauvage, le seul et unique, le loup. Et c'est là que tout commence. Pour vraiment, mais alors vraiment comprendre son chien, il faut savoir d'où il vient. Ce lien direct avec le loup, c'est la clé. C'est ce qui nous permet de décoder tellement de ses comportements, même les plus surprenants. Alors, il y a un concept scientifique qui explique très bien ça, et il est fascinant. La néoténie. En gros, c'est l'idée que le chien, c'est une sorte de loup qui serait resté bloqué à l'adolescence, pour toujours. Un éternel ado. Et ça explique tout. Son côté joueur, son attachement presque fusionnel, c'est un trait de louveteau qu'il n'a jamais perdu. Et attention, qu'on soit bien clair, on a longtemps entendu parler de croisements avec des coyotes, des chacals, oubliez tout ça. La science aujourd'hui est formelle, l'ADN ne ment pas, le seul et unique ancêtre direct du chien, c'est le loup gris. C'est une lignée directe, sans interruption. Et ça change tout en matière de comportement. D'accord, mais pourquoi le loup et pas un autre? La réponse, elle tient en un mot, la famille. Ou plutôt la meute. Regardez, les loups vivent en groupes superstructurés, très hiérarchisés, où tout le monde s'entraide. Ça ne rappelle pas un peu les premières communautés humaines? Exactement. Cette structure sociale quasi identique a été le terreau parfait pour une alliance qui semblait presque écrite d'avance. Et c'est justement cette incroyable compatibilité sociale qui va donner naissance à l'un des partenariats les plus puissants, les plus durables de toute l'histoire de la planète. Une alliance qui, on va le voir, remonte à des milliers et des milliers d'années. Attention, ça ne s'est pas fait en un jour. Ce n'est pas un coup de foudre, c'est une très très longue histoire. On parle de dizaines de milliers d'années pendant lesquelles cette relation a évolué. Au début, c'était une question de survie. Puis on a commencé à sélectionner des chiens pour des tâches bien précises. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est avant tout une histoire de compagnie, de famille. Il faut bien comprendre que tout le monde y a trouvé son compte. C'était un deal parfait, gagnant-gagnant. Pour les loups chiens, c'était l'accès à une source de nourriture fiable, les restes des humains, et une protection. Pour les humains, des chasseurs hors pair et des sentinelles infaillibles pour leur campement. Ensemble, franchement, ils sont devenus une force quasi imparable qui s'est répandue sur tout le globe. Bon, maintenant qu'on a posé les bases historiques, il faut faire un effort. Il faut essayer de mettre de côté notre propre perception du monde. Pour comprendre un chien, il faut se glisser dans sa peau, ou plutôt dans sa truffe et ses oreilles. Bienvenue dans un univers sensoriel, à des années-lumière du nôtre. Commençons par l'ouïe. Leurs oreilles, c'est un peu comme des radars super puissants. Un son que l'on commence à peine à distinguer, un chien peut l'entendre jusqu'à 4 fois plus loin. C'est énorme. Il vit dans un paysage sonore beaucoup plus riche que le nôtre. Mais alors leur vrai super pouvoir, le truc qui définit vraiment leur monde, c'est leur odorat. On parle d'un sens qui peut être jusqu'à 3000 fois plus développé que le nôtre. C'est difficile à imaginer, mais pour un chien, perdre l'odorat, c'est l'équivalent de perdre la vue pour un humain. C'est dire à quel point c'est central. La preuve, c'est la performance incroyable d'un chien de Saint-Hubert qui peut suivre une piste vieille de plusieurs jours. Et ça va même plus loin que ça. Cette sensibilité est telle qu'ils peuvent sentir nos émotions. Oui, oui. Le stress, la joie, tout ça, ça libère des substances chimiques dans notre corps et eux, ils les captent. C'est un peu comme s'ils pouvaient lire en nous à livre ouvert. Cette phrase, elle résume parfaitement la situation. Quand on se promène côte à côte, le chien et son maître ne font absolument pas la même balade. Nous, on voit le paysage. Lui, il lit une carte olfactive incroyablement détaillée. C'est comme un journal local. Qui est passé par là, à quelle heure, dans quel état d'esprit, un monde entier qui nous échappe complètement. Alors, la question qui se pose, c'est comment on fait pour communiquer avec un être qui vit dans une réalité si différente? Eh bien, la clé, ce n'est pas d'essayer de lui apprendre notre langue, mais d'apprendre à parler la sienne. Et sa langue, c'est le langage du corps. Et la règle de base, elle est super simple à comprendre. Tout est une question de taille. Un chien qui veut montrer sa confiance, son assurance, il va chercher à paraître plus grand. Tête haute, queue en l'air, posture bien droite. À l'inverse, un chien qui veut apaiser, montrer sa soumission, il va faire tout le contraire. Il va chercher à se faire le plus petit possible en se recroquevillant. C'est la base de leur communication. Et bien sûr, il y a la queue. C'est un indicateur essentiel, un vrai baromètre de leurs émotions. Attention, un battement de queue ne veut pas toujours dire « je suis content ». Une queue haute et raide, c'est un signe d'alerte. Un battement large et souple, là, oui, c'est une salutation amicale.
Une queue basse rentrée entre les pattes, c'est de la peur. Chaque position, chaque mouvement a une signification bien précise. Mais il n'y a pas que la queue, il faut aussi apprendre à lire leur visage. C'est une mine d'informations. La forme de la gueule ouverte, par exemple, peut indiquer une menace défensive ou au contraire offensive. Et un bâillement, ce n'est pas forcément de la fatigue. Très souvent, c'est un signe de stress ou une tentative d'apaiser une situation tendue. Même le fait de détourner le regard est un message clair pour éviter le conflit. Ok, donc on a l'héritage du loup, on a leur perception sensorielle, on a les bases de leur langage. Maintenant, la grande question, concrètement, on en fait quoi de tout ça au quotidien? Comment on applique ces leçons ancestrales à la maison? Vous allez voir, c'est en fait assez logique. Et là, on arrive au point peut-être le plus important de tous. Contrairement à une idée reçue, un chien ne cherche pas à dominer. Être le chef, c'est un rôle incroyablement stressant pour lui. Ce dont il a besoin, ce qu'il recherche par-dessus tout, c'est un leader. Un leader calme, juste et cohérent qui lui offre un cadre sécurisant. En gros, quelqu'un qui lui dit « T'inquiète, je gère », pour qu'il puisse enfin se relaxer et juste être un chien. Et ce cadre, il repose sur 3 piliers fondamentaux. C'est un peu la sainte trinité du chien heureux. D'abord, l'exercice physique. Il faut qu'il se dépense, c'est son héritage de prédateur. Ensuite, la stimulation mentale. C'est un animal intelligent, il a besoin de faire travailler ses méninges. Et enfin, des règles claires et constantes, parce que c'est ça qui crée un environnement prévisible et donc sécurisant. Et quand on parle de règles, ce sont des choses toutes simples. C'est le leader qui mange en premier. C'est le leader qui décide du début et de la fin d'une activité, comme la promenade. C'est lui qui contrôle l'accès aux ressources. Ce ne sont pas des actes de tyrannie, pas du tout. Ce sont juste des signaux qui renforcent le message « Je suis le référent, tu peux me faire confiance ». Et pour un animal de meute comme le chien, c'est incroyablement rassurant. Finalement, la situation est simple. Le chien nous considère déjà comme le leader de sa meute. La seule question qui reste, c'est de savoir quel genre de leader on choisit d'être. En comprenant cet héritage du loup, en respectant ses besoins profonds, on peut passer du statut de simple propriétaire à celui de véritable chef de meute. Un leader calme, juste et bienveillant. Le leader dont il a besoin et qu'il mérite pour construire une relation vraiment basée sur la confiance et le respect.